Si tu es débutant et que tu veux apprendre à créer des applications sans coder, pour lancer ton idée ou simplement apprendre le no-code pour vendre tes compétences, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser l'outil monstrueux qui est Bubble pour créer des applications en no-code. Dans un premier temps, je vais te faire une petite présentation de l'outil et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet et commencer à utiliser Bubble. Donc pose-toi, mets-toi bien, essaye d'avoir deux écrans. Donc un écran où tu vas avoir la vidéo YouTube et un autre écran où tu vas avoir l'outil Bubble. C'est parti! Je sais que la majorité des gens, lorsqu'ils se lancent sur un outil no-code, veulent absolument commencer à construire des applications, alors que c'est la pire manière de commencer. Quand vous commencez avec un outil no-code, vous devez toujours voir ce que propose la plateforme, puisque déjà, premièrement, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Ok. Donc, le but de ce module, ce ne sera pas de commencer à créer des applications, des Uber, des Airbnb. Non, ça va être de faire connaissance avec Bubble comme si c'était voilà, une nouvelle personne qu'on rencontrait, de voir à peu près donc ce qu'elle propose et qui elle est. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais voir, c'est principalement donc la partie marketplace, la partie showcase et la partie académie. La partie pricing, donc qui est la partie avec donc tous les plans de Bubble, tous les abonnements, fera l'objet d'une autre vidéo, donc ce sera la vidéo suivante, parce que je pense qu'il est important d'avoir une vidéo spéciale sur cette partie pour prendre donc le temps de s'attarder sur les plans qu'il propose, parce que c'est une partie qui est assez complexe, ok? Donc, Bubble, comme vous le savez, c'est un outil no-code qui permet de faire énormément de choses, donc des applications mobiles, des applications web, des sites, des SaaS, bref, le panel est énorme. Mais cet outil propose des choses extrêmement intéressantes. Donc, on a par exemple la partie marketplace. Si vous voulez, la partie marketplace, c'est donc l'endroit de Bubble où vous avez une multitude de choses, en commençant par exemple par les templates. Ok. Les templates permettent de gagner énormément de temps. Si par exemple vous avez un projet, il y a peut-être donc déjà un template préexistant qui correspond à votre projet. Donc par exemple ici on a donc un template qui s'appelle Startup Landing Page où donc on a donc une page, donc un site pour donc une startup. Vous pouvez très bien, si vous avez une startup, commencer avec ce template là qui vous permettrait par exemple de présenter donc, les fonctionnalités de votre application ainsi que les différents plans. Ok, donc c'est une manière de commencer assez rapidement. Et vous avez également donc plein d'autres templates. Il suffit simplement de cliquer sur See All donc pour voir donc tous les templates que propose Bubble. Donc ici, on a donc tous les templates que propose Bubble. Vous avez donc 115 pages, donc je peux vous dire que vous avez le choix. Ici, par exemple, on a un autre template donc qui s'appelle EZ Travel App. On peut donc cliquer sur Preview pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, vous avez un template d'un site qui vous permet donc de trouver des vols, de réserver des hôtels, de réserver des voitures. Si vous avez par exemple une idée de concept similaire, vous pouvez très bien utiliser ce template. Mais extrêmement important et gardez ça en tête, ne commencez jamais avec un template tant que vous n'êtes pas formé sur l'outil Bubble. Je sais que ça peut être tentant de se dire je vais commencer avec un template, comme ça me permettra d'aller beaucoup plus vite avec Bubble. C'est la pire des choses à faire. Dans un premier temps, formez-vous avec Bubble, terminez la formation et ensuite vous pourrez commencer avec un template puisqu'en fait, commencer avec un template sans être formé, c'est la pire manière de commencer puisqu'en fait, si vous commencez par un template, il faut savoir que les templates sont assez lourds et si vous n'êtes pas formé sur la plateforme Bubble, vous allez simplement vous retrouver avec un gros template et vous n'allez jamais vous y retrouver. Ok. Donc ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est la partie plugin. Je pense que c'est ce qui fait la puissance de Bubble, c'est donc la possibilité d'avoir énormément de plugins. Donc c'est ce qui permet d'enrichir votre application web ou votre application mobile. Donc par exemple, si vous souhaitez rajouter donc une partie authentification, donc connexion avec Google, donc permettre à vos utilisateurs de se connecter avec leur compte Google sur votre application, bah vous pouvez en rajoutant le plugin Google Sign-in de Bubble. Ok. Vous avez également la possibilité de rajouter par exemple un plugin Google Maps. Donc on le verra un petit peu plus tard dans la formation où on construira l'application Uber, on va utiliser le plugin Google Maps. Ok. Donc les plugins sont extrêmement puissants. Vous avez des plugins qui sont gratuits et des plugins qui sont payants, mais dans tous les cas, vous pourrez les utiliser pour enrichir votre application. Autre chose que j'aimerais voir avec vous, c'est donc la partie showcase. La partie showcase, c'est tout simplement des sites déjà existants qui ont déjà été faits avec Bubble. Donc à ce niveau-là, on peut donc voir les applications no code qui ont été construites avec Bubble. Donc je vous invite, une fois que la vidéo est terminée, à voir un petit peu donc, ce qui a déjà été fait
avec Bubble. Ensuite, on a donc l'onglet Académie. Donc l'onglet Académie, si vous voulez, c'est donc l'Académie Bubble. Donc vous avez énormément de vidéos qui vous expliquent comment utiliser Bubble. Et là, vous allez peut-être vous poser la question, oui, mais JB, c'est très bien, mais pourquoi alors tu fais cette formation? Alors il faut savoir que donc l'Académie Bubble est principalement faite pour vous expliquer les fondamentaux de Bubble, mais donc ma formation sera principalement axée sur la construction d'applications à elles-mêmes, comme par exemple la construction d'une application Uber, la construction d'une application Airbnb ou alors la construction d'un SaaS. Donc au final, ce sont deux choses qui sont assez complémentaires. Et si vous souhaitez par exemple donc approfondir certains termes, je vous invite parfois à venir sur l'Académie Bubble pour regarder certaines vidéos. Honnêtement, la proposition, des plans, Bubble est assez floue et pas très compréhensible, mais dans cette vidéo, on va éclairer tout ça. Donc au niveau donc de la partie pricing, on peut voir que Bubble propose donc 5 plans, un plan gratuit, un plan personnel, un plan professionnel, un plan production et un plan custom, OK? On va plutôt se concentrer donc sur la partie, gratuite, personnelle et professionnelle, parce que les plans production et custom ne sont pas très intéressants pour nous pour l'instant. Ce sont vraiment des plans qui sont réservés aux très 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 grosses applications qui ont des centaines de milliers d'utilisateurs, voire plus. Donc on peut voir que les plans personnels et professionnels sont respectivement à 25 dollars par mois et 115 dollars par mois. Mais ça, c'est si vous payez donc annuellement, que directement. Et vous avez donc les plans mensuels. Ok, donc si vous payez mensuellement, et c'est ce que font donc la majorité des personnes, donc là, le plan personnel sera donc à 29 dollars par mois et le plan professionnel à 129 dollars par mois. Donc maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que proposent donc ces deux plans. Et donc pour ça, on va cliquer sur le bouton Compare Plan GTL. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout au niveau de la partie, dans un premier temps, Collaborate, ok. Donc le plan gratuit nous permet donc d'avoir donc un éditeur, ok, donc comme tous les autres plans. Et la partie éditeur, c'est tout simplement la possibilité de construire votre application. Et c'est logique, puisque si vous ne pouvez pas construire votre application, au final, bah, ça servira à rien. Sauf que les plans personnels et professionnels proposent donc une chose en plus, c'est la possibilité d'avoir un run mode. C'est donc en gros la possibilité de partager votre application pour que d'autres personnes puissent le voir. Ok. Dans cette formation, on n'aura pas forcément besoin de ça, puisque tant qu'on peut donc créer notre application et l'afficher pour nous-mêmes, c'est le plus important. Mais bien entendu, lorsque vous allez devoir donc publier votre application, vous allez devoir passer sur un plan personnel. Ok. Ensuite, on a donc la possibilité d'avoir donc plusieurs versions de développement. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plan personnel et le plan gratuit vous permettent d'avoir donc un seul éditeur et le plan donc professionnel à 129 dollars par mois vous permet donc d'avoir deux éditeurs. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir deux personnes qui travaillent en même temps sur votre application. Donc au final, si vous souhaitez créer votre application, vous n'avez pas forcément besoin de deux personnes en même temps. Globalement, une personne suffira largement. Ensuite, la partie extrêmement floue de Bubble, c'est surtout au niveau de la capacité des serveurs. Ok. Donc là, pour donc, le plan gratuit, on nous dit qu'on a une capacité de serveur basique. Pareil pour le plan personnel. Par contre, pour le plan professionnel, on nous dit qu'on a 3 unités de serveurs en capacité avec la possibilité de monter à 7 unités de serveurs. Oui, c'est du chinois et c'est la raison pour laquelle je disais que les plans de Bubble, c'est assez incompréhensible. Mais il faut savoir que la capacité des serveurs, c'est donc la puissance du serveur qui permettra à votre application de tourner assez rapidement. Ok. Donc plus vous allez avoir des unités de serveurs, plus votre application sera rapide. Et au final, le plan professionnel sera intéressant uniquement si vous avez énormément de trafic par jour. Mais si vous n'avez pas énormément de trafic, la capacité de serveur basique est largement suffisant. Ok. Donc au final, comment savoir si vous devez passer sur un plan professionnel? Ça, ce sera lorsque vous allez commencer donc à scaler, donc à avoir beaucoup d'utilisateurs. Si vous voyez que votre application commence à bugger, l'idée sera donc de contacter donc l'équipe Bubble pour savoir si il est nécessaire pour vous de passer sur un plan professionnel. Ok. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, lorsque vous lancez votre application, le plan personnel est largement suffisant. Ensuite, on a donc la partie File Storage qui est assez intéressant. Ici, au niveau du plan gratuit, on a donc 0,5 Go de fichiers que l'on peut stocker. Pour le plan donc personnel, on a donc 10 Go.
Et pour le plan professionnel, on a 20 Go. Certains penseront que c'est peut-être assez bas en termes de capacité, mais il faut savoir que donc, vos fichiers, vous n'êtes pas obligé de les héberger sur Bubble, puisque vous vous doutez bien que pour 10 Go en plus, c'est pas forcément intéressant de passer de 29 $ à 129 $ par mois, mais vous pouvez utiliser donc un outil externe qui vous permettra donc de stocker vos fichiers. Ok, et donc ça, on le verra durant la formation. En résumé, donc le plan gratuit vous permettra donc de découvrir la plateforme Bubble et de commencer à créer vos premières applications. Le plan personnel sera nécessaire donc pour lancer votre application et la mettre en ligne. Et le plan professionnel sera plus important si vous souhaitez donc commencer à scaler et que vous avez beaucoup plus d'utilisateurs. Mais il y a un autre plan qui n'est pas présenté ici et qui pourrait être très intéressant pour vous si vous créez des applications pour les autres, que vous êtes freelance ou une agence. Et ce plan, donc c'est le plan agence qui permet donc de délivrer des projets pour les clients avec des itérations beaucoup plus rapides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un plan agence qui vous permet de créer des applications et des sites pour vos clients. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que avec ce plan, donc qui est à 78 $ par mois par designer, vous avez accès à toutes les parties payantes de Bubble, ok? Et ces parties payantes, vous ne les paierez pas, puisque ça fait en fait partie de votre plan agence, et vous avez donc la possibilité, dès que la mission est terminée, de transférer l'application à vos clients directement. Et donc une fois que vous avez transféré les applications, ce sera à vos clients de payer par exemple les plugins payants que vous aurez rajoutés. Mais il faut savoir qu'avec ce plan-là, vous n'aurez rien à payer à part les 78 $ par mois. Tout ce qui est payant de base avec Bubble pourront être utilisés avec votre plan. Alors pour ça, vous allez cliquer sur le bouton Get Started. Et juste ici, vous avez donc la possibilité soit de créer un compte avec Google, ou soit de créer un compte en entrant votre email. Ok, donc pour mon cas, je vais donc rentrer un email et un mot de passe. Ensuite, on clique donc sur Start Bridging. Et donc là, on a un petit pop-up qui s'ouvre où on nous demande donc quelques petites questions. Donc pour ça, vous mettez absolument ce que vous voulez, soit donc construire, soit embaucher des gens, ou soit tout simplement gagner de l'argent. Bon, nous, on veut construire des applications, donc on va cliquer sur Build. Et ensuite, on nous demande donc quelle est notre expérience par rapport à ce qu'il nous propose. Donc là, du coup, vous mettez absolument ce que vous voulez. Moi, je vais mettre du coup celui-ci. Et enfin, je vais donc répondre ça et cliquer sur Next. Ensuite, on nous demande donc comment est-ce qu'on connaît Bubble. Pour mon cas, je vais mettre Other et je vais cliquer sur Complète. Donc là, on nous met donc un message qui nous dit Please confirm your email. Donc là, en gros, on nous demande de confirmer notre email. Donc prenez le temps de mettre pause, de donc cliquer sur le lien qui vous a été envoyé par Bubble par email et ensuite revenez sur cette vidéo. Voilà, donc je viens de valider mon email et donc j'arrive sur cette page qui me dit en gros que je peux débloquer donc 14 jours d'essai gratuit ou non, merci, je veux juste créer mon application avec le plan gratuit. Donc vous allez cliquer sur ce petit lien et ensuite on vous demande de créer votre première application. Ok, donc pour le nom de l'app, vous entrez absolument tout ce que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre formation Sensei. Ok. Et ici, je vais donc cliquer sur créer l'application. Et donc là, on arrive sur une page qui nous dit en gros qu'on peut utiliser un assistant pour commencer à créer notre application. Pour l'instant, vous pouvez cliquer sur Skip Application Assistant puisqu'on n'est pas intéressé par ça. Et donc là, on peut voir que l'on arrive directement donc sur le site Bubble, enfin la plateforme, où l'on peut donc déjà commencer à créer notre application. Donc, si vous vous souvenez bien, lors des vidéos précédentes, on a pu voir que on avait ici donc les différentes pages de notre site. Ok, donc là, on est sur la page index et on a une page blanche. Ok, et c'est ici en fait que l'on va donc créer le design de notre site ou de notre application. Il faut savoir que donc on peut mettre en forme donc notre site pour que on ait par exemple, je sais pas, donc un menu, un titre, un sous-titre, etc. Mais la partie mise en forme d'un site ou d'une application fera plutôt l'objet du module suivant. Ok, donc pour cette vidéo, je veux vraiment qu'on se concentre principalement sur les éléments visuels. Donc ici, on a trois parties. Donc on a donc les éléments visuels, on a la partie containers et on a les input forms. Ok, les éléments visuels, c'est principalement tout ce qui est texte, boutons, icônes, bref, c'est tout ce que le visiteur de votre site va pouvoir voir. Ok, ici, on a donc les containers. Les containers, c'est tout ce qui est group, repeating group,
floating group, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça fera également l'objet du module suivant qui nous permettra de mettre en forme nos pages. Et enfin, ici, on a donc les input forms. Donc, input form, c'est tout ce qui est éléments qui feront principalement partie d'un formulaire. Ce qui est checkbox, qui est donc input. Donc, par exemple, lorsque vous avez un formulaire d'inscription, bah, vous avez donc un champ prénom, un champ nom, et bien vous allez pouvoir les rajouter avec une input. Ok. Nous, on va principalement se concentrer sur les éléments visuels. On peut voir qu'on a plusieurs éléments. Donc, on a un élément texte, un élément bouton, un élément icône, un élément link, etc., etc. Ce qu'on peut faire, c'est principalement donc cliquer sur l'élément, et pour l'ajouter à notre page, on a juste à cliquer sur la page blanche. Ok. Donc là, on peut voir qu'on peut le bouger absolument où l'on veut. Encore une fois, la mise en forme, on pourra la voir un petit peu plus tard. Et ce que l'on peut voir, c'est que lorsque l'on rajoute un élément, on a un petit pop-up qui s'affiche à côté. Et le pop-up servira principalement à modifier l'élément, ok, que ce soit au niveau de l'apparence ou que ce soit au niveau de la disposition. Ok, donc là, on peut voir qu'ici, on peut modifier le texte. Par exemple, salut toi. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on a également un éditeur de texte. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de modifier le texte. Ok. Donc là, vous avez la possibilité, par exemple, d'aligner le texte en le mettant au milieu, de l'aligner à droite, etc., etc. Ok. On a également la possibilité de mettre un mot en particulier en gras ou donc en italique. Et là, en cliquant sur sauvegarder, on peut voir que le texte s'est modifié. Okay. Ici, au niveau du style, on peut voir qu'on a la possibilité de choisir différents styles. Okay. Donc, le style par défaut du texte, c'est body. Okay. Body, ça veut tout simplement dire donc que c'est un corps de texte. Okay. Ici, vous avez également plusieurs types de styles. Donc là, c'est principalement donc un titre, ok, donc Healing 1, Healing 3, etc., etc. Donc là, c'est titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Et en fait, pour vous faire un résumé assez rapide, Healing 1, ok, c'est les titres les plus importants. Donc, c'est les gros titres que vous allez voir, notamment dans vos pages principales, ok. Et par exemple, Healing 3, ça peut être par exemple le titre d'une partie d'un article, ok. Donc, c'est un exemple. Donc là, on peut très bien laisser body, mais on peut également supprimer le style par défaut, ok. En supprimant le style par défaut, vous pouvez voir qu'on a également la possibilité de modifier notre texte, ok. Donc là, on peut par exemple modifier la taille. Donc là, on parle en pixels, ok. Donc là, le texte est à 14 pixels. On peut l'augmenter et le mettre par exemple à 24 pixels. Dans ce cas-là, on aura un texte un peu plus gros. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également la possibilité de modifier la couleur du texte, ok, juste en cliquant là-dessus. Et donc là, on peut modifier donc le curseur et là, on peut donc déplacer le curseur pour donc modifier la couleur, ok. Ici, vous avez également la possibilité de faire en sorte que le texte soit gras ou moins gras. Donc plus le chiffre est grand, plus on va donc avoir un texte gras. Donc si je mets le 700, on peut voir que le texte devient gras. Et ici, on a également différents éléments qui nous permettent donc de modifier le texte. Là, c'est par exemple l'espace entre les mots. Ok, donc plus le chiffre sera grand, plus on aura un espace entre les mots. Ok, donc on va le remettre à 0. Ici, donc on a donc une modification par rapport aux lignes. Donc ça, c'est l'élément texte. Et ce que vous devez donc retenir, c'est que bah, on a plusieurs paramètres qui nous permettent donc de modifier notre texte et forcément au fur et à mesure de la formation vous verrez que j'utilisera beaucoup cet éditeur pour faire en sorte que bah, on puisse formater nos textes et nos éléments. Okay. Donc ici, ce que vous pouvez également voir, c'est qu'il y a donc un élément qui est apparu qui s'appelle Element Tree. Okay. Donc en gros, c'est l'arbre de vos éléments. Tous les éléments que vous allez rajouter dans votre page pourront être vus juste ici. Okay. Donc en gros, c'est vraiment un arbre qui contient tous les éléments de votre site et ça vous permet éventuellement de vous y retrouver. Bon, pour l'instant, on a juste un texte, donc forcément, pas forcément hyper utile, mais vous verrez que quand vous allez avoir énormément d'éléments, l'élément tree vous permettra de vous y retrouver assez facilement. Okay. Donc on peut également rajouter un bouton. Donc encore une fois, vous avez juste à cliquer sur donc l'élément button et donc à cliquer sur notre page. Et ici, donc on peut donc renommer le nom du bouton et mettre par exemple valider. Ok. Donc parfois, on peut faire en sorte que le bouton ne soit pas cliquable, ok, pour quelle que soit la raison. Et si vous voulez pas que l'utilisateur puisse cliquer sur le bouton, eh bien, il suffit juste de cocher cette case. Ok. Donc tout comme l'élément texte, on a la possibilité donc de modifier plusieurs paramètres pour formater notre page. Ici, on a également l'élément icône. Okay, donc l'élément icône nous permet de rajouter des icônes. On peut voir qu'on a une assez grande base de données par rapport aux icônes. Donc ici, vous avez également un champ recherche, donc pour pouvoir donc rechercher une icône en particulier. Et forcément, c'est en anglais, donc vous ne pourrez pas mettre en
français, la plateforme est en anglais. Donc, si vous voulez par exemple mettre flèche droite, vous allez donc par exemple mettre arrow, ok, et donc choisir celui-ci, ok. Ensuite, on a donc un autre élément, donc qui est l'élément link et qui nous permet donc d'avoir un lien, ok. Donc ici, par exemple, si je veux mettre aller sur Google, ok, donc un lien qui nous redirige directement vers Google. Donc, je peux donc choisir donc le lien de destination et le lien de destination, c'est donc soit une page interne, ok. Donc une page interne, c'est par exemple, donc toutes les pages que on a dans le site. Donc là, je peux très bien dire redirige vers la page inscription ou alors une page externe. Ok, donc là, si on dit aller sur Google, c'est plutôt une page externe. Donc ici, on va mettre un URL. Ok, et donc là, je vais mettre donc l'adresse, ok, du site Google. Ok. Boum. Et à ce niveau-là, donc, on a notre lien qui va nous rediriger vers Google. Ok, donc pour voir à quoi ressemble nos pages, on peut cliquer ici donc sur Preview. Et ici, donc, on a donc nos différents éléments que l'on a rajoutés à notre page. Et on peut donc cliquer sur le lien aller sur Google. Et donc, on est redirigé vers Google. Ok. Ensuite, un autre élément qui est pas mal, c'est donc l'élément image. C'est donc un élément que l'on va beaucoup utiliser. Ok. Donc, pour cette partie-là, on peut donc soit rajouter une image statique. Ok. Donc, dans ce cas-là, vous allez donc cliquer sur Upload et choisir une image qui est présente sur votre PC ou rajouter une image dynamique. Ok. Donc, pour une image dynamique, on a juste à choisir donc l'URL d'une image sur Internet et à la coller juste ici. Donc par exemple, si je vais sur Google, donc là en étant sur Google, je peux très bien par exemple donc copier l'adresse de l'image et tout simplement donc le coller. Et donc là, il va m'afficher donc le logo de Google, ok. Et donc là, si on clique donc encore une fois sur Preview, on peut voir que donc l'image s'affiche, ok. Donc là, c'est normal, c'est flou puisque j'ai pris une image dans Google, mais encore une fois, vous pouvez choisir n'importe quelle image sur Internet et pouvoir donc le mettre sur le champ Dynamic Image. Autre chose également, donc l'élément Shape. Donc l'élément Shape, c'est principalement donc un carré, un rond, donc que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous avez donc également comme élément intéressant donc l'élément vidéo, donc qui vous permet donc de choisir une source, vidéo par exemple Mio, et donc de pouvoir rajouter votre vidéo directement en copiant-collant le lien. Donc par exemple là, je suis donc parti chercher une vidéo sur YouTube. J'ai juste donc à copier, coller le lien donc directement dans Vidéo IG. Et donc si je clique sur Preview, je peux donc voir donc la vidéo que j'ai rajoutée. Donc faut-il croire aux fantômes? Donc c'est une vidéo de Jamy. Et donc en cliquant dessus, on peut donc voir que la vidéo se lance et je peux même mettre la vidéo en grand écran. Alors ensuite, ce que l'on peut également avoir et qui est pas mal, c'est donc l'élément map. Ok, donc l'élément map, c'est tout simplement la map de Google. Et la map de Google est très intéressante et très puissante puisque ça nous permet justement de pouvoir créer de très belles applications. C'est justement un élément que l'on utilisera lors du module où l'on construira donc l'application Uber. Et ici, donc, on a un petit donc install more, donc qui nous permettra donc d'installer beaucoup plus d'éléments. Et donc là, vous avez donc soit des éléments qui sont gratuits, soit des éléments qui sont payants. Encore une fois, c'est ce qui fait la force de Bubble. On n'est pas limité aux seuls éléments que Bubble nous propose. On a également énormément d'entreprises qui proposent leurs éléments et que l'on peut utiliser pour enrichir notre application. Là, par exemple, on a un élément Chart Element, ok, qui nous permet donc d'avoir des graphiques. Donc là, on peut voir que c'est un élément qui est gratuit et que l'on peut installer. Une fois que l'élément est installé, on le retrouve donc directement ici dans nos Visual Elements. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est tout simplement un processus, ok, donc qui va décrire les étapes nécessaires pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif spécifique. Là, vous allez me dire, JB, c'est très bien, tu viens de lire cette phrase, nous aussi on peut lire, mais en fait, on n'a rien compris. Alors, si vous voulez, les workflows, c'est tout ce qui va donc permettre à votre application Bubble de fonctionner correctement. C'est-à-dire que à chaque fois, on va avoir ce que l'on appelle donc un événement, ok, et donc des actions qui vont se passer après. Ok, donc c'est la définition d'un workflow. Mais pour que vous compreniez encore mieux, je vais vous montrer un exemple. Ici, on a ce que l'on appelle un workflow inscription. Ok, et donc chaque workflow est défini par un événement. Donc au final, un workflow, c'est tout simplement donc un événement qui va se passer et ensuite on va définir les actions que l'on veut. Donc par exemple pour notre workflow inscription, on imagine donc que sur Bubble, on a créé donc une page inscription, donc avec différents champs, un champ prénom, un champ nom, un champ mail et un champ mot de passe. Ok, donc en général, c'est donc les informations que l'on vous demande lorsque vous vous inscrivez sur un site. Et donc juste en dessous de ces champs-là, on a un bouton s'inscrire. Donc sur la plateforme Bubble, on va tout simplement donc avoir l'événement quand le bouton s'inscrire est cliqué. Ok, donc lorsqu'un utilisateur a cliqué sur le bouton s'inscrire, on veut donc
que telles actions se passent, ok? Et parmi ces actions, on veut par exemple donc rajouter le prénom, le nom, l'email et le mot de passe que l'utilisateur a rentré directement dans notre base de données, ok? Et ensuite, une fois qu'on a rentré donc ces informations dans notre base de données, on veut donc afficher donc un pop-up. Félicitations, vous êtes inscrit. Et ensuite donc le rediriger vers la page d'accueil. Donc au final, c'est donc ça un workflow. Donc vous avez un événement et ensuite on définit une suite d'actions. Et donc vous pouvez faire ça avec énormément de choses dans votre application Bubble. Donc vous vous doutez bien que on va utiliser énormément de workflows pour construire nos applications Bubble. OK? Et donc ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va donc créer notre premier workflow. Ça va être quelque chose d'assez simple. On va donc avoir tout simplement donc un champ prénom, ok? Et on aura donc un bouton valider juste à côté. Et donc l'événement déclencheur, ça va être donc quand le bouton valider est cliqué par l'utilisateur, on veut simplement donc afficher un pop-up très beau prénom, ok? Donc on se retrouve donc directement dans notre builder. Et ce que l'on va faire, donc, c'est qu'on va déjà donc supprimer tous les éléments donc, que l'on a rajoutés lors de la vidéo précédente. Et ce que l'on va faire donc, dans un premier temps, c'est donc rajouter donc, un champ. Et pour ça, on va donc aller sur les input forms. Ok, donc on va cliquer sur input et donc principalement donc, le mettre juste ici. Ok, donc là, ici, on a ce que l'on appelle le placeholder. Le placeholder, si vous voulez, c'est le texte que l'on voit lorsque l'utilisateur n'a rajouté aucun texte. Ok, donc ici, on peut très bien mettre comme texte ajouter un prénom, voilà. Et donc très important ici, ce que vous pouvez faire à chaque fois que vous rajoutez un élément, c'est renommer l'élément, ok? Donc là, on peut très bien donc mettre champ prénom et c'est très important de renommer vos éléments donc à chaque fois que vous en rajoutez un, puisque ça vous permet justement de vous y retrouver dans vos éléments de tree. Donc maintenant qu'on a rajouté le champ, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc rajouter un bouton juste à côté. Alors ce que vous pouvez faire donc c'est aller donc sur les éléments visuels et donc cliquer sur button, mais très important, vous pouvez également rechercher des éléments juste ici. Ok, donc si j'écris par exemple button, il va donc m'afficher donc tous les éléments dont le nom est button. Ok, donc si je mets texte, il va également m'afficher donc l'élément texte. Donc nous on veut button. Donc c'est juste une très bonne manière du coup de retrouver des éléments. Et donc ici ce que l'on va faire donc c'est mettre notre bouton juste à côté. Ok. Et donc là, le nom de notre bouton, donc c'est écrit Edit Me. Et donc là, nous, ce qu'on peut faire, donc c'est déjà renommer l'élément et mettre bouton valider prénom. Ok. Ici, donc au niveau donc du texte sur le bouton, au lieu de Edit Me, on va juste mettre valider. Ok. Donc ici, on a donc nos deux éléments, donc l'élément ajouter un prénom et l'élément valider. Ici, lorsque l'on se retrouve donc sur notre workflow test, on peut voir donc l'élément déclencheur, c'est donc le bouton valider et cliquer. Et donc on affiche un pop-up très beau prénom. Donc ce que l'on va faire ici, c'est donc on va rajouter un pop-up. Ok, donc pour ça, on va aller juste ici et mettre pop-up. Et ici, donc on va prendre l'élément pop-up et le glisser juste ici. Ok. Et donc là, on peut voir qu'on a un pop-up qui s'affiche. Et donc, en cliquant dessus, on peut donc renommer donc, notre pop-up et mettre très beau prénom. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc rajouter donc un texte juste ici. Et on va donc mettre le texte très beau prénom. Voilà. Et donc, ce qu'on peut éventuellement faire, donc, c'est donc centrer le texte pour que ce soit quand même un peu plus propre. Voilà. Et on va essayer de le mettre juste ici. Très bien. Très important, ici, donc au niveau de votre element tree, on peut voir que donc, le pop-up ne s'affiche pas, puisqu'en fait, un pop-up s'affiche en général lorsqu'il y a donc, un événement qui s'est passé. Mais vous pouvez très bien cliquer donc, sur l'œil juste ici pour l'afficher. Okay, donc, ce qui est bien avec Bubble, c'est que vous pouvez donc soit afficher des éléments ou soit donc les cacher. Ok, donc là, on n'a pas forcément besoin d'afficher notre pop-up. Et donc là, si on clique donc sur Preview, on peut voir donc qu'on a notre champ ajouter un prénom et qu'on a le bouton valider. Très bien. Donc maintenant, si l'on retourne donc sur notre workflow test, encore une fois, notre événement, c'est quand le bouton valider est cliqué, on affiche le pop-up. Et donc pour créer ce workflow, on va tout simplement aller sur donc l'onglet Workflow. Et ici, on peut donc définir tous les workflows de notre application. Ici, vous pouvez voir qu'on a donc l'événement, ok, donc l'événement déclencheur, qui est défini par le mot when. Donc quand ceci se passe, je veux qu'on fasse telle action. Et ici, donc si je clique sur Click here to add an action, on peut voir qu'on a différentes
catégories. Donc, ce sont différentes catégories d'actions. Ici, on a la catégorie Account, donc qui nous permettent d'avoir des actions qui nous permettent d'interagir avec les utilisateurs. Ici, on a donc la catégorie Navigation, donc qui nous permet donc de naviguer entre différentes pages. Ici, donc, on a la catégorie Data, donc qui nous permet donc de rajouter ou de récupérer des données dans la base de données. Ici, donc, on a la catégorie Email, donc qui nous permet d'envoyer des emails à nos utilisateurs. Ici, on a donc la catégorie Payment. Donc ça, c'est pour tout ce qui est paiement donc, dans votre application. Ici, on a la catégorie Analytics qui nous permet donc de traquer donc, un événement dans notre application, donc c'est n'importe quel événement. Et ici, on a également donc la catégorie Element Action qui nous permet donc de définir des actions en fonction des éléments qu'on aurait éventuellement rajoutés sur notre application. Ici, on a la catégorie Plugin. Donc, il faut savoir que lorsque vous allez créer de grosses applications, vous allez forcément rajouter pas mal de plugins et bien vous allez pouvoir donc retrouver les actions juste ici. Et enfin, on a donc ici la catégorie Custom Events. Donc, ce sont des événements personnalisés et ça, on le verra donc un peu plus tard. Donc, nous ici, on va donc définir un nouvel événement. Et donc, encore une fois, ce que l'on veut, c'est que lorsque l'élément donc bouton valider et cliquer, on affiche la pop-up. Ok, donc là, on va aller sur Elements et on va aller sur un élément is clicked. Ok, donc lorsqu'un élément est cliqué, ok, et là, on va choisir donc l'élément et l'élément, ça va être donc le bouton valider prénom. Donc, on choisit donc cet élément et là, on peut voir que donc, notre événement est défini. Donc, quand le bouton valider prénom est cliqué, et là, on peut rajouter nos actions. Nous, ce que l'on veut, principalement, donc, c'est afficher le pop-up. Et pour ça, on va aller donc sur Element Action. Et donc là, on a différentes actions. Donc, par exemple, montrer, cacher, animer, etc. Nous, on veut simplement donc montrer. Donc, on va cliquer sur Show. Et donc, quel élément est-ce que l'on veut montrer? Alors là, on veut principalement donc montrer l'élément pop-up très beau prénom. Et c'est comme ça donc que l'on définit notre workflow. Et donc maintenant, pour voir si ça fonctionne bien, on va simplement cliquer donc sur Preview. Et ici, donc, on peut rajouter donc notre prénom, bla bla bla, et cliquer sur Valider. Et là, donc, on a le pop-up qui s'affiche avec très beau prénom. Donc, notre workflow fonctionne très bien. Maintenant, si on met rien du tout et qu'on clique sur Valider, il nous dit également très beau prénom. Le problème, c'est que si on n'a pas de prénom et qu'il nous dit très beau prénom, on peut se rendre compte que l'application, en fait, c'est juste un menteur. Et pour modifier ça, ce que l'on peut faire, c'est rajouter une condition. Ok, donc là, en retournant sur notre workflow, on peut donc recliquer ici. Et ici, vous pouvez voir qu'on a Only When. Only When, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, on affiche l'élément uniquement lorsque, et ici, on définit notre condition. Donc là, on va donc cliquer dessus. Et nous, ce que l'on veut, c'est que donc, lorsque le champ prénom, ok, donc là, on a value, donc qui est la valeur, ok, et là, on va mettre is not empty, ok. Donc là, en fait, vous avez plusieurs éléments. Donc là, par exemple, c'est seulement si le champ prénom est vide. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce que l'on veut, c'est donc vérifier si donc l'élément n'est pas vide, ok, donc si le champ prénom n'est pas vide, alors on affiche le pop-up, ok. Et donc là, notre condition est définie. On va aller donc sur Preview. Et ici, lorsque je clique sur Valider, on n'a rien qui s'affiche, puisqu'on a donc défini notre condition. Ici, si je mets donc GB et que je clique sur Valider, il va bien donc m'afficher le pop-up, donc très beau prénom. Et là, on a un workflow qui fonctionne très bien. Une base de données, c'est tout simplement un endroit où est stocké toutes les données de votre site ou de votre application. Ok, donc lorsque vous vous inscrivez par exemple sur Facebook ou encore sur Uber, on vous demande de rentrer quelques informations, donc comme par exemple votre prénom, votre nom, votre adresse email ou encore votre mot de passe. Et bien lorsque vous envoyez toutes ces informations, et bien Facebook ou encore Uber vont enregistrer ces informations-là dans une base de données. Ok, donc on peut prendre un autre exemple. Imaginons qu'on souhaite donc créer un site de recettes. Alors toutes les données des recettes qui seront sur votre site, donc comme les ingrédients, les images, encore les préparations, seront stockées dans une base de données. Okay, et tous les utilisateurs qui utilisent l'application et qui rentreront donc leur nom, leur mot de passe ou encore leur email seront également stockés dans cette base de données. Donc si on va sur Bubble, la base de données se trouve sur l'onglet Data. Okay, donc on a ce que l'on appelle des data types et on a également un onglet App Data qui contiendra donc la liste des données.
Imaginons qu'on veuille créer une base de données qui contient donc la liste des étudiants en France. Ok, donc dans cette vidéo, on va essayer donc de créer une BD, donc une base de données très simple, très simpliste, donc pour commencer justement à interagir avec ce système. Donc la première chose à faire lorsque l'on crée une BD, c'est qu'est-ce qui va définir notre BD. Donc là, par exemple, si on veut créer donc une liste d'étudiants, on peut donc créer ce que l'on appelle un data types, ok, donc étudiant, et un data types école, ok. Donc on aura une liste d'étudiants, une liste d'écoles, et du coup, pour chaque étudiant, on lui mettra donc une école, ok. Juste ici, ce que vous pouvez voir, donc, c'est les propriétés. Ok, les propriétés, c'est ce qui va définir votre data types. Ok, donc, qu'est-ce qui définit un étudiant? Il y a d'abord son nom, il a une classe, il a un âge et il a une école. Ok, donc tout ça, toutes ces propriétés vont définir un étudiant. Et donc ensuite, derrière, vous allez donc pouvoir rajouter vos étudiants. Donc là, on a par exemple Léo Messi qui est en cinquième, qui a 13 ans et qui est à l'école d'Audet. Ok, Ronaldo qui est en quatrième, qui a 14 ans, qui est à l'école d'Audet, etc., etc. Ok. Ensuite, on a donc un data types, ok, qui est école, avec donc un nom. Ok, donc ce qui définit une école, c'est donc un nom, ainsi que une ville. Ok, donc on peut également avoir plusieurs propriétés, mais encore une fois, dans cette vidéo, on va essayer de faire les choses très simplement. Maintenant, pourquoi on a donc deux data types? Il faut savoir que lorsque vous créez une base de données, il faut que vous ayez plusieurs data types pour faire en sorte que vous ayez une base de données qui soit hyper bien structurée et que vous puissiez donc bien rentrer les informations et bien vous y retrouver. Donc maintenant, si l'on retourne donc sur notre plateforme Bubble, on peut voir qu'ici, on a plusieurs onglets, ok, sur Data. Ok, donc on a Data Types, on a Privacy, on a App Data, Option Sets, File Manager. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est principalement donc les Data Types, l'App Data, ainsi que les Option Sets. Ok, pour tout ce qui est Privacy, on verra ça un peu plus tard. Donc, dans Data Type, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui va donc définir votre base de données. Donc là, on a étudiant et école. Ici, par défaut, on a donc un Data Type qui est User. Il faut savoir que à chaque fois que vous créez une application sur Bubble, vous aurez donc le Data Types User qui sera là par défaut. Il est là par défaut tout simplement parce que dans toutes les applications, en général, vous avez donc des utilisateurs. Et ici, donc, vous avez donc également plusieurs propriétés qui sont déjà préfaites, donc comme l'email, la date de modification de l'utilisateur et la date de création de l'utilisateur. Donc, pour notre exemple, on peut très bien donc utiliser le data types user comme étudiant. Ok, donc nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est donc un nom, une classe, un âge et une école. Ok, donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est simplement donc rajouter le nom, la classe et l'âge. Ok, et pour ça, on va créer ce que l'on appelle un field. Ok, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure donc des propriétés. Ok, donc c'est ce qui définit encore une fois notre étudiant. Donc pour ça, on va donc cliquer sur le bouton Create a new field et ici, on vous demande de rajouter donc le nom de votre propriété. Ok, donc nous, on veut rajouter un nom et ici, on nous demande donc le type de la propriété. Et là, lorsque l'on clique dessus, on peut voir qu'on a différents types, ok? Donc, on a le type texte, ok? Donc, si votre propriété, c'est un texte, vous avez juste à choisir texte. Si c'est un nombre, donc number. Numeric range, en fait, si vous voulez, c'est simplement donc rajouter ce que l'on appelle donc des intervalles de nombres. Donc, imaginons qu'on ait une propriété salaire. Donc, on pourra rajouter des données telles que, par exemple, entre 1000 euros et 5000 euros pour notre salaire. Donc, par exemple, number, c'est simplement un nombre que vous allez rentrer. Donc, imaginons, on a un âge, on va choisir nombre. Par contre, si dans notre base de données, on veut simplement donc des intervalles de nombres, on pourra donc choisir numeric range. Ici, on a date, ok? Donc, si notre propriété est une date, on va simplement sélectionner date. Date range, c'est à peu près pareil que numeric range, sauf que là, c'est par rapport à des dates. Date intervalle, c'est donc l'intervalle entre deux dates. Donc là, ce sera donc principalement en termes de jours. Ici, on a donc yes, no, c'est ce que l'on appelle un booléen. Imaginons donc que l'on crée une application Uber. Dans tous les cas, on le verra lors des modules suivants. Donc par exemple, on aura donc un data types user, donc une liste d'utilisateurs. Et pour savoir si donc l'utilisateur c'est un chauffeur ou un voyageur, on va simplement donc mettre comme propriété chauffeur. Et ici, donc, on va sélectionner un booléen. Et lorsque l'on va rentrer donc un utilisateur, si c'est donc un chauffeur, on va mettre donc yes. Et si ce n'est pas un chauffeur, et donc si c'est un voyageur, on va mettre no. Ici, donc, file, c'est tout simplement pour les fichiers. Image pour les images. Geographic address,
C'est pareil, on le verra également lorsque l'on créera notre application Uber. C'est tout simplement une adresse que l'on va récupérer, par exemple, depuis Google Maps. Et ici, on a enfin donc User. Parce que oui, parmi les chips, vous allez également pouvoir choisir des data types. Donc ça, c'est principalement pour relier vos différents data types. Donc par exemple, ici, au niveau d'étudiants, on a par exemple une école. Et bien, on va pouvoir donc relier nos étudiants avec une école en choisissant par exemple donc école, boom, et choisir ici field type école. Donc on va pas le faire maintenant puisqu'il faudra donc ensuite créer notre data type école, mais dans un premier temps, on va simplement donc rentrer donc le nom, la classe et l'âge, ok? Donc ici, pour le nom, on va simplement donc rentrer texte et ici on va mettre create. Donc là on peut voir ici que on a donc notre paramètre nom qui a été rentré et ce que vous pouvez faire également c'est par exemple donc choisir une valeur par défaut lorsqu'un utilisateur s'enregistre. Donc pour le coup on n'en a pas besoin. Ensuite ce que l'on veut donc c'est rajouter une classe. Donc là encore une fois on va créer un new field, on va mettre donc classe et le type on va mettre texte. Et là on clique sur create. Ensuite donc on veut rentrer un âge. Donc là cette fois-ci le type ça va plutôt être un type number, ok, puisque c'est un nombre. Et là, on va cliquer sur Create. Donc là, on a un début de base de données, ce qui est pas mal. Et là, ce que l'on peut faire au niveau de App Data, c'est pouvoir rentrer un nouvel utilisateur. Ok, donc ici, c'est la partie où vous allez voir donc toutes les données de votre base de données. Ok, ici, à ce niveau-là, vous avez donc la liste de vos data types. Ok, donc là, pour l'instant, on a juste le data type users. Et là, pour créer une nouvelle entrée, on va donc juste cliquer sur New Entry. Et ici, donc, on va pouvoir mettre nos utilisateurs. Ok, donc là, on a par exemple Léo Messi qui est en 5e et qui a 13 ans. Ok, donc Léo Messi 13e et qui a 5 ans. Et là, on clique sur Create. Donc là, on va rajouter une adresse email bidon leomessi@gmail.com. Et là, on clique sur Create. Donc là, il nous dit que l'entrée a été créée avec succès. Et donc là, on peut continuer donc à rajouter nos deux autres entrées, donc qui sont Cristiano Ronaldo et Diego Maradona. Ok, donc nouvelle entrée. Alors, Maradona, il a quel âge? Il a 15 ans. 15. Donc, Diego Maradona. Maradona, il est donc en troisième. Troisième. Et on va mettre diego.maradona@gmail.com. Et là, on clique sur Create. Et enfin, on va faire exactement la même chose donc pour Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo qui a 14 ans, qui est en quatrième. Donc Cristiano Ronaldo qui a 14 ans, qui est en quatrième. Et là, on va mettre donc cristiano.ronaldo@gmail.com. Et là, on clique sur Create. Donc là, vous pouvez voir donc on a créé donc nos premiers utilisateurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des propriétés qui sont donc là par défaut et qui ont été créées par Bubble et qui sont donc la date de création et la date de modification. Donc à chaque fois que vous allez donc modifier un utilisateur, la base de données va mettre à jour automatiquement donc la date de modification de l'utilisateur. Et pareil pour la date de création, lorsque on a créé donc nos utilisateurs, la date de création a été entrée automatiquement. Donc ensuite, ce que l'on veut, donc, c'est créer donc un nouveau data type, qui sera donc école, et qui aura donc comme propriété un nom et une ville. Ok, donc là, on retourne dans notre onglet Data Types, et ce que l'on va faire, c'est mettre donc New Type, et on va mettre école. Alors juste ici, vous avez donc Make this data type private by default, ok. Donc si vous cliquez dessus, on vous dit que les choses seront uniquement visibles par leur créateur. Ok, donc encore une fois, ça on le verra donc un peu plus tard, mais globalement, ce que vous devez comprendre pour l'instant, c'est qu'on a la possibilité de sécuriser les données de nos applications et de filtrer la visibilité des données. Une fois que c'est fait, donc on peut simplement cliquer sur le bouton Create. Et donc ici, encore une fois, on a donc des propriétés qui sont déjà rentrées. Nous, ce que l'on veut maintenant, c'est rentrer donc un nom et une ville. Alors ce que l'on va faire, c'est donc Create a new field. Et là, on va donc mettre nom. Et comme type, on va donc choisir texte et cliquer sur Create. Ensuite, on veut donc une ville. Donc là, on va encore une fois cliquer sur Create a new field et rentrer ville. Et donc le type, ça va être donc un type texte. Et là, on clique sur Create. Maintenant, on peut donc retourner sur notre app data. Et ici, donc, vous pouvez voir que on a donc les écoles qui ont été rajoutées. Donc là, on a comme data types users et écoles. Et là, ce que l'on va faire, c'est donc on va rajouter nos trois écoles. Ok. Donc, dans un premier temps, on va rentrer l'école d'Audet, donc qui est dans la ville de Lyon. Donc nom d'Audet et ville Lyon. Et là, on clique sur Create. Ensuite, donc nouvelle entrée. Donc cette fois-ci, on a Jean Rostand donc à Bordeaux. Alors Jean Rostand à Bordeaux. Et enfin, on a donc Aimé Césaire donc à Paris. Aimé Césaire à
Paris, create. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'on a donc la liste de nos écoles, ok, donc avec le nom, la ville, etc., ainsi que la liste de nos utilisateurs. Maintenant, très important, ici, on a donc l'école, ok, donc chaque étudiant a forcément une école, mais comment est-ce qu'on fait pour relier donc nos utilisateurs à nos écoles? Comment est-ce qu'on peut savoir que eh bien, tel utilisateur est dans telle école? Ce que l'on va faire, c'est ici donc retourner sur Data Types, ok, donc et bien avoir sélectionné donc User. Et ici, ce que l'on va faire, c'est Create a new field. Ok, donc on va créer un nouveau paramètre. Ici, on va donc rajouter donc école. Et là, comme field type, vous pouvez voir qu'on a donc l'école qui a été rajoutée. Ok, donc école qui est donc un type école. Et donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur Create. Et là, si on va donc sur notre app data, on peut voir qu'il y a une nouvelle colonne école qui a été rajoutée. Ok, donc maintenant, on peut donc modifier nos utilisateurs et rajouter leur école. Donc là, pour Cristiano Ronaldo, on peut donc cliquer ici et choisir une école. Maintenant, pour Ronaldo, si je rajoute donc l'école Daudet, ok, que je mets Daudet, je peux voir qu'il n'y a absolument rien qui s'affiche, mis à part un nombre, ok. Mais normalement, en fait, lorsque vous essayez de rentrer une nouvelle donnée donc qui est reliée donc à un data type, lorsque vous écrivez par exemple DAU, vous devriez donc avoir Daudet qui s'affiche. Mais à la place, si j'écris Daudet, on a donc un chiffre un peu incompréhensible qui s'affiche. Il faut savoir que pour chaque donnée que vous allez rentrer, la donnée va avoir ce qu'on appelle un identifiant. ok, mais nous, retrouver donc des données par leurs identifiants, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc ce que l'on va faire, c'est donc Change Search Field. Et ici, donc pour l'école, on va pas essayer de retrouver une école avec son ID, mais plutôt avec son nom. ok, et là, on clique sur Save. Maintenant, on nous demande donc de rentrer le nom de l'école. Et là, si j'écris donc Daudet, il me l'affiche bien. ok, pareil, si j'écris donc Jean Rostand, ok, Jean Rostand, si j'écris Jean, il m'affiche bien Jean Rostand. ok, donc il me le propose. Alors nous, donc pour Ronaldo, c'est bien Daudet. Et là, on va cliquer sur Enregistrer. Dans ce cas-là, donc on peut voir que l'école Daudet a été rajoutée pour Ronaldo. ok, maintenant, vous voyez à quel point donc avoir plusieurs data types c'est puissant, puisque maintenant ça va nous permettre donc de filtrer par exemple tous les étudiants qui sont dans l'école Daudet. Maintenant pour donc Diego Maradona, on peut voir que lui il est donc à Jean Rostand, et pour ça donc pareil on va modifier l'utilisateur, et ici donc on va mettre Jean Rostand. Et là on va cliquer sur Save, got it. Et ici donc pour Léo Messi, on peut voir donc qu'il est à Daudet. Et pour ça, donc, on va donc modifier Léo Messi. Et ici, on va donc rentrer l'école Daudet et cliquer sur Save. Vous avez pu voir qu'on a pu donc créer notre début de base de données, donc avec notre liste d'étudiants et notre liste d'écoles. On a également pu relier donc nos écoles avec nos utilisateurs. Alors ici, donc au niveau de notre app data, il faut savoir que vous avez la possibilité donc de créer une nouvelle vue. Ok, donc comme vue actuellement, donc on a la liste des écoles et la liste des étudiants. Maintenant, imaginons qu'on veuille simplement donc afficher les étudiants de l'école Daudet. Parce que là, effectivement, on a uniquement 3 étudiants. Mais si par exemple, on a 250, 300, voire 500 étudiants et qu'on veuille simplement filtrer une information, eh bien, ça va être très compliqué de s'y retrouver. Mais il y a un moyen, en fait, de sélectionner une information précise. Donc, imaginons qu'on veuille donc, par exemple, avoir tous les étudiants de l'école Daudet. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est donc créer une nouvelle vue. Et ici, donc, on peut donc mettre le nom de la vue qui sera donc liste des élèves de Daudet. ok, donc là, comme type of things, on peut donc mettre une liste d'utilisateurs. Ce n'est pas donc une liste d'écoles que l'on veut, c'est bien une liste d'utilisateurs, puisque c'est la liste des élèves de l'école Daudet. Et là, on nous demande, ok, donc, dans notre vue, quelles informations est-ce que l'on veut montrer? Nous, on veut simplement donc le nom de l'élève. Donc, on va cliquer sur nom. Et donc ici, on va rajouter ce que l'on appelle une contrainte. ok, donc, comment est-ce qu'on veut filtrer l'information? Encore une fois, on veut donc la liste des élèves de Daudet. Donc, pour filtrer ça, on va donc simplement choisir école. ok, école est égal à, et là, on entre donc le nom de l'école. ok, donc là, on va mettre Daudet. Et donc là, je vais donc cliquer sur Create. Et ici, donc, lorsque je clique sur liste des élèves donc, de Daudet, on a bien donc la liste des élèves de Daudet que sont Léo Messi et Cristiano Ronaldo. ok, et donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir donc créer plusieurs vues qui vous permettront donc de vous y retrouver beaucoup plus facilement au niveau des informations. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, vous avez donc les primary fields. Encore une fois, les primary fields, c'est ce qui permet justement de retrouver une information dans notre base de données. Donc, tout à l'heure, on a donc vu que pour retrouver une école, on voulait le retrouver par le nom. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi nom et non pas Unique ID. ok,
Pour retrouver un utilisateur, on va plutôt le retrouver avec son email, ok, puisque un étudiant, il peut très bien avoir le même âge, la même classe ou encore la même école, mais il n'a jamais le même email. Donc au final, c'est vraiment l'information unique qui va vous permettre donc de retrouver certaines informations. Ensuite, ici, il faut savoir que vous avez la possibilité donc d'uploader une base de données. Donc en cliquant sur Upload, vous avez donc la possibilité de uploader un fichier. Donc ça peut être un fichier CSV, un fichier Excel ou autre. Ici, vous avez la possibilité de modifier votre base de données. Ok, donc imaginez que vous ayez donc un fichier CSV similaire, mais avec des informations différentes. Vous allez pouvoir donc cliquer sur Modify et donc rajouter votre fichier. Ici, vous avez également la possibilité d'exporter votre base de données. Ok, donc là, vous pouvez donc soit l'exporter en JSON, soit en CSV, ou soit en NDJSON. Alors ici, ce qui est très important de savoir, c'est que vous avez également la possibilité de switcher vers la base de données live. Alors je m'explique. Là, actuellement, on est en mode développement. C'est-à-dire que l'on développe notre application, mais notre application n'est pas encore en ligne. Ok, et toutes les données que nous entrons, ce sont juste des données de test. Ok, et lorsque vous allez donc mettre votre application en ligne, vous allez donc avoir votre application en live, ok? Et forcément, la version live aura également une base de données. Et c'est la raison pour laquelle ils nous disent que l'on peut donc switch vers la base de données live. Ok, donc à chaque fois que vous allez créer votre application, vous allez donc avoir une version développement et une version live. Donc imaginons aujourd'hui vous avez votre application qui est en ligne, et bien ça va vous permettre de travailler en développement avec donc des données qui sont virtuelles. Et par exemple, si vous voulez voir ce qui se passe actuellement sur votre application en live, donc avec vos vrais utilisateurs, vous allez pouvoir donc cliquer sur Switch to Live Database. Et donc là, au niveau donc de la base de données en live, on n'a absolument rien et c'est tout à fait normal puisqu'en fait, on n'a pour l'instant créé aucun utilisateur et surtout que notre application n'est pas encore en ligne. Donc on va tout simplement retourner vers notre base de données dev. Ici, vous avez donc la possibilité de copier ou de restaurer une base de données. Ok, donc là, donc ici, copy live data into the development database. Bon, j'espère que vous n'avez pas demandé un remboursement après avoir entendu mon accent anglais, mais en gros, donc copy live data into the development database, c'est tout simplement copier donc les données live vers votre base de données de développement. Et ici, donc, c'est le contraire. Ok, donc en général, vous n'allez jamais utiliser ça. Ok, c'est comme ils le disent, donc une opération qui est très très dangereuse. Il faut toujours que vous ayez donc des données qui sont séparées donc, par rapport à donc, la base de données développement et la base de données live. Mais il faut savoir que c'est possible et si vous voulez le faire, il faudra donc écrire wipe database change history et cliquer sur confirme. Donc si vous utilisez ça un jour, faites très 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 attention puisque c'est irréversible et je vous déconseille de le faire. Une dernière chose à voir, ce sont donc les options sets. Ok, donc au niveau de cet onglet. Et donc, qu'est-ce que les options sets? Donc, c'est très pratique puisque ça nous permet donc de réutiliser donc des données qui ne vont jamais changer. Donc, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que, voilà, on est notre application Uber. Il faut savoir que lorsque on a des utilisateurs, et bien l'utilisateur il a soit un type de compte voyageur ou soit un type de compte chauffeur. Ok, donc dans ce cas-là, on peut très bien créer un option set, donc type de compte. Ok, et donc là, cliquer sur Create. Et ici, donc, on peut, pareil, donc rajouter ce qu'on appelle des attributs. Et donc là, au niveau de l'attribut, on va donc par exemple mettre donc voyageur. Et ici, donc comme type, on va mettre texte. Et là, on clique sur Create. Là, pareil, on peut donc également créer un nouvel attribut que l'on va donc appeler chauffeur. Et là, encore une fois, donc le type, c'est bien un texte et on peut cliquer sur Create. Et donc dans ce cas-là, si on a un utilisateur qui veut donc créer un compte, donc sur notre application Bubble, on pourra donc par exemple mettre ce que l'on appelle un menu déroulant. Ok, donc il va rentrer son prénom, son nom, son âge. Ensuite, en bas, on aura donc un menu déroulant où on va lui demander de choisir donc un type de compte. Et là, au lieu de rentrer donc chauffeur et voyageur à la main, et bien dans la liste déroulante, on va simplement donc récupérer ces attributs et les afficher auprès de l'utilisateur. Donc c'est au final simplement un moyen donc, de récupérer des informations qui ne bougent jamais et forcément ça fait gagner beaucoup de temps. Je sais que ça peut peut-être paraître encore un peu flou, mais vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris lors de cette vidéo, c'est tout à fait normal, c'est encore une fois la phase d'apprentissage. Au fur et à mesure que l'on va créer nos premières applications, vous verrez que ça deviendra beaucoup plus clair. Pour les styles, il faut simplement donc cliquer sur l'onglet style juste ici et
Donc là, on se retrouve sur une page et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il faut savoir que lorsque vous créez une application ou un site, vous avez en général donc un branding, ok, donc avec des couleurs qui sont bien définies, avec une typographie, ok. Donc lorsque vous allez sur Netflix, vous n'avez pas toutes les couleurs. Vous avez deux couleurs principaux que sont donc le rouge et le noir. Donc on a également une couleur, je dirais, qui est tertiaire et qui est le blanc. Et bien lorsque vous allez donc créer le style de votre application, et bien tout va se passer ici, ok? Donc tout ce qui est donc bouton, texte, etc. Il faut savoir que lorsque vous allez donc créer votre design, juste ici, ok? Donc créer votre application, vous allez donc choisir donc vos éléments, donc par exemple texte, bouton, etc. Et donc là, si je choisis bouton, ici, donc au niveau du style, je peux donc choisir le style. Ok, donc là, on a plusieurs options, flat button, outline button et primary button. Ok, donc là, du coup, c'est un bouton donc avec un fond. Ici, c'est plutôt un bouton donc avec un fond blanc mais avec donc des bordures bleues. Et ici, on a donc le flat button. Donc au final, c'est donc un bouton, mais on n'a pas de bordure. Et donc là, si vous cliquez donc sur Primary Button, vous pouvez voir donc que on a donc notre bouton qui s'affiche ici. Et si on clique sur Outline Button, on a donc bien le style de l'Outline Button qui s'affiche. Ok, mais pour tout ça, tous ces éléments peuvent être travaillés directement sur notre onglet Style. Ok, donc pour notre bouton par exemple, on peut essayer de le retrouver ici. Ok, donc là, il est juste ici, donc Primary Button. Pour pas vous prendre la tête justement à essayer de retrouver à chaque fois des éléments, vous pouvez simplement donc filtrer les éléments donc directement depuis Element Type. Ok, et donc ici vous avez donc les éléments qui s'affichent, donc alerte, bouton, checkbox, etc., etc. Ok, donc nous on veut principalement donc afficher nos boutons. Et là on peut voir qu'on a trois boutons. Donc primary button, outline button et flat button. Ok, donc c'est bien les styles que l'on a retrouvés tout à l'heure lorsque l'on était sur le design. Maintenant, ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a donc un aperçu de notre bouton. Et ici, on a donc la possibilité de modifier notre bouton. Donc encore une fois, si l'on va sur Netflix, on peut voir qu'on a un branding qui est bien défini. Ok, on a donc une typographie, mais surtout, on a des couleurs qui sont bien définies. Donc ici, vous pouvez voir que le primary button de Netflix, il a bien un fond rouge. Ok, donc imaginons, on veut recréer une sorte de Netflix. Ici, on va faire pareil. On va donc modifier donc la couleur. Et ici, on va donc choisir plutôt une couleur donc qui se rapproche du rouge. Et là, dans ce cas-là, on a bien défini notre primary button. Ok, donc pour l'outline button, ici, on a donc un fond blanc avec des bordures bleues. Eh bien, on va pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, donc, c'est plutôt des bordures qui sont rouges. Voilà, comme ça. Et ici, ce que l'on va faire, c'est également donc modifier les bordures. Et pour modifier les bordures, on va simplement donc descendre juste ici. Et là, donc, vous avez plusieurs paramètres par rapport à la bordure, notamment donc le width qui permet donc de modifier la largeur de la bordure. Donc, nous, on va simplement la laisser à 1. Mais par contre, on va donc choisir donc une couleur rouge. Ok. D'ailleurs, vous avez donc plusieurs éléments juste ici, donc comme par exemple l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres. Est-ce qu'on veut plutôt donc que le texte soit à gauche, au milieu ou à droite? On a également la possibilité de modifier la taille du texte ainsi que donc le mettre en gras, en italique, etc., etc. Bref, vous avez plusieurs paramètres. Juste après la vidéo, n'hésitez donc pas à jouer avec tous ces paramètres pour voir à peu près tout ce qu'ils peuvent faire. Et ici, on a donc le flat button. Ok, donc le flat button n'a pas de bordure. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va simplement donc choisir une couleur. Bah, je pense qu'on peut le laisser comme ça, puisqu'on a déjà donc nos primary buttons et nos outline buttons qui définissent bien ce que l'on veut. Donc là, si on retourne sur notre design, on peut voir que notre bouton donc, a bien changé de couleur. Et si donc je rajoute un nouveau bouton, encore une fois, ici, automatiquement, j'ai bien donc mon bouton qui est en rouge. Et c'est la raison pour laquelle donc la partie style est un gain de temps énorme, puisque vous avez juste à réutiliser vos éléments de la sorte. Donc là, je peux très bien utiliser outline button et simplement donc avoir mon bouton avec donc par exemple le texte et également donc la bordure. Vous pouvez donc définir des styles pour absolument tous les éléments de votre application. Donc là, on a choisi donc button, mais vous pouvez également le faire par exemple pour les textes. Ok, donc si je choisis par exemple le texte body, donc texte body en gros, c'est les textes que vous allez pouvoir rajouter qui seront en général des paragraphes et qui n'auront pas donc une très très grosse typographie au niveau de la taille. Ce sera par exemple en général du 14 pixels. Et bien là, vous avez la possibilité de modifier par exemple donc la typographie. Donc je ne vais pas la modifier, mais sachez que vous avez la possibilité de la modifier. Vous pouvez donc modifier donc l'espace entre les mots, l'espace entre les lignes, etc., etc. Là, pareil, donc ici vous avez donc plusieurs éléments texte. Ok, donc le titre principal, le titre secondaire, le titre 3.
Faut savoir que sur tous les sites, vous avez également des titres qui sont différents. Ok, le titre H1, c'est toujours le titre le plus important. C'est ce qui va par exemple apparaître donc en tout premier lorsque vous allez arriver sur un site. Ensuite, on va donc avoir les titres qui sont plutôt secondaires. Et ensuite, on va plutôt avoir donc du texte. Ok. Autre chose, vous avez également la possibilité d'appliquer des thèmes. Ok, donc ici, vous avez des thèmes qui sont prédéfinis. Ok, donc vous avez le thème Bubble standard, vous avez le thème Bubble noir, ok. Ici, vous avez le thème Twitter, vous avez également le thème Material Design, le thème Dark UI, bref, vous avez plusieurs thèmes. Ici, vous avez le thème Rounded UI qui permet donc d'avoir un thème assez arrondi, donc avec des boutons qui sont arrondis et non pas carrés. Et donc, en choisissant le thème, vous avez donc la possibilité de simplement cliquer sur Apply et donc le thème va s'appliquer à votre site, ok? Mais il faut savoir que si vous faites ça, tout votre thème sera supprimé et sera remplacé par le thème que vous avez sélectionné. Donc faites très attention par rapport à ça. Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons donc voir l'utilisation des plugins. Et pour ça, on va simplement donc cliquer sur l'onglet Plugin. Et ici, donc, on a un bouton, donc Add Plugin, qui nous permet de rajouter de nouveaux plugins. Ok. Et en cliquant dessus, on a donc simplement une liste monstrueuse de plugins qui existent donc sur Bubble. Ok. Et qu'est-ce qu'un plugin? C'est tout simplement donc une fonctionnalité que vous allez donc pouvoir rajouter dans vos applications. Et il faut savoir que les plugins, je pense que c'est ce qui fait surtout la puissance de Bubble. On a énormément de catégories au niveau des plugins, donc des plugins au niveau analytics, au niveau des blogs, au niveau des emails, au niveau de la santé et du sport, au niveau des formulaires, au niveau des paiements. Bref, c'est une liste qui est monstrueuse. Et si vous voulez donc créer votre application, si vous voulez rajouter par exemple une map Google, si vous voulez par exemple permettre à vos utilisateurs de payer avec PayPal ou autre, vous allez donc pouvoir rechercher un plugin. Donc là, si j'écris PayPal, et bien là, j'ai la possibilité donc d'avoir un PayPal Checkout qui est en plus gratuit et de permettre à mes utilisateurs de payer avec PayPal. Ok. Donc ici, on peut voir qu'on peut donc filtrer nos plugins donc avec donc le chip. Ok. Donc est-ce qu'on veut plutôt un plugin par rapport aux API, par rapport à des éléments. On a également donc la possibilité de filtrer en fonction des catégories. Est-ce qu'on veut donc plutôt donc des plugins qui ont un rapport avec donc la santé et le sport. Alors dans ce cas-là, on va simplement donc tout désélectionner et simplement choisir Health and Fitness. Et donc là, vous avez donc plusieurs plugins qui sont dans la catégorie donc sport et santé. Donc là, par exemple, on a la possibilité d'avoir un chronomètre. Ici, donc on a Fitbit. Donc vous laissez la possibilité à vos utilisateurs de se connecter à votre application avec leur compte Fitbit. Ici, vous avez donc la possibilité d'utiliser un plugin donc qui a un rapport avec l'API du Covid-19, etc., etc. Ok. Donc, vous avez également la possibilité de filtrer en fonction du pricing, parce que oui, vous avez des plugins qui sont gratuits, mais vous avez également des plugins qui sont payants. Il faut savoir que les plugins qui sont créés, ils sont soit créés donc par Bubble, ou soit par des développeurs tiers. Ok, donc c'est des développeurs externes. Ok, ici vous avez également la possibilité de filtrer. Donc, si on veut uniquement voir donc les plugins qui ont été développés par Bubble, on peut simplement donc désélectionner Third Party Developers et donc là on a tous les plugins qui ont été développés par Bubble. Donc maintenant pour l'utilisation des plugins, on peut donc par exemple rajouter donc le Google Material Icons, ok, donc qui nous permet d'avoir encore plus d'icônes et ce sont des icônes donc de Google Material. On a juste à cliquer sur Install et Done, ok. Et donc là on peut voir que dans la liste des plugins installés, on a donc Google Material Icons. Maintenant, si on retourne sur notre partie design, on peut voir que donc notre plugin s'affiche juste ici, donc au niveau des Visual Elements. Ok. Donc là, en cliquant sur Material Icon et en cliquant juste ici, je peux voir donc que je peux donc choisir une icône Google Material. Ok. Et là, on a donc une liste d'icônes donc qui est encore une fois monstrueuse. Et là, on peut donc choisir par exemple n'importe quoi. Là, je vais choisir par exemple ça. Je peux également donc modifier la couleur, etc., etc. Ok. Donc, on peut également rajouter donc un autre plugin
Imaginons, on veut donc rajouter donc la possibilité de payer avec PayPal. Alors juste donc à écrire PayPal, ok. Donc là, on peut donc installer PayPal Checkout et cliquer sur Install. Et donc là, à ce niveau-là, on vous donne donc toutes les informations nécessaires donc pour configurer un compte PayPal et surtout pour intégrer donc la possibilité de payer avec PayPal sur votre application. Ici, on peut donc rajouter encore une fois un nouveau plugin et là, on peut très bien par exemple mettre Chart, ok, et choisir donc Chart Elements qui nous permettrait donc d'avoir des graphiques. Ici, donc je clique sur Install, je clique sur Done et ici, je peux voir que Chart Element est bien installé. Maintenant, si je retourne donc sur mon design et que je suis donc au niveau du Visual Elements, eh bien, je peux voir que donc mon plugin a bien été installé. En cliquant dessus et donc en le mettant sur l'application, je peux voir que j'ai bien donc une charte qui s'affiche, donc un graphique. Et ici, donc, j'ai la possibilité donc de modifier le type de graphique. Est-ce que je veux plutôt que ce soit donc en forme de ligne? Est-ce que je veux plutôt que ce soit donc des barres? Est-ce que je veux plutôt que ce soit en mode radar? Est-ce que je veux plutôt que ce soit en mode pi? Ou est-ce que je veux que ce soit plutôt en mode donut? Ok, donc on va laisser en ligne, c'est très bien. Et ici, vous pouvez donc choisir donc des types de data. Malheureusement, on n'a pas de type qui contient donc de données chiffrées. Mais si par exemple vous avez donc une application personnelle qui vous permet simplement d'afficher vos ventes, eh bien vous pourrez très bien créer un data type vente, ok, qui contient donc toutes les ventes que vous avez fait en fonction des mois. Et du coup, en choisissant donc le type de data vente, eh bien automatiquement le graphique va se mettre à jour et va afficher vos ventes en fonction des mois. Ici, on peut voir que lorsque l'on va sur l'onglet Settings, on a plusieurs donc, onglets. On a App Plan, Général, Domaine, Langage, SEO, API, Collaboration, Sub-App et Versions. Okay, dans cette vidéo, on va donc voir le détail de chacun de ces onglets. Alors, au niveau de App Plan, c'est tout simplement la possibilité donc de changer donc votre plan. Comme on l'a vu lors d'une vidéo précédente, les plans ont des avantages qui sont différents. Et généralement, plus votre application grossira, plus vous allez donc avoir besoin de certaines choses et donc de choisir un plan supérieur. Ici, on a également la possibilité de modifier donc la capacité ou plutôt de booster la capacité de votre application. Il faut savoir que ce qui rend votre application puissant au final, ce sont donc les unités. Et donc, il faut savoir que vous avez la possibilité de booster votre application uniquement 3 fois par mois. Donc, si vous voyez que votre application commence à être lente ou à être saturée, c'est un très bon moyen de vérifier si, en rajoutant donc une unité de serveur, cela règle le problème. Et donc ici, vous avez donc la possibilité donc de rajouter donc du stockage et de la capacité de serveur. Mais pour ça, forcément, il faut que vous ayez donc un plan qui est payant. Ici, au niveau donc des Pay Plugins, vous allez donc pouvoir voir donc la liste des plugins que vous avez achetés, puisque comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, on a donc des plugins qui sont gratuits et des plugins qui sont payants. Ici, au niveau de General, on a donc la possibilité de paramétrer la sécurité de notre application. Ici, donc au niveau des droits, ok, donc on peut définir qui peut voir notre application et modifier notre application. Ok, donc pour le coup, notre application est en mode privé. Et donc ici, si on veut que par exemple tout le monde puisse donc voir notre application, on a juste à sélectionner Everyone can view. Et si on veut que tout le monde puisse l'éditer, on a juste à sélectionner Everyone can edit. Ici, ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez la possibilité de protéger donc l'éditeur de votre application avec un mot de passe. Donc imaginons des personnes veulent accéder à votre éditeur ou à votre site, et bien vous avez la possibilité donc de bloquer l'accès en leur demandant donc de rentrer un mot de passe. Et donc, bien entendu, ça c'est une fonctionnalité qui est payante. Il faut donc passer au plan supérieur. Vous avez également la possibilité de limiter l'accès à l'application avec donc un username et un mot de passe. Ensuite, ici, vous avez donc Define a Password Policy. Alors, lorsque vous donc vous inscrivez sur certains sites, on vous demande par exemple de rentrer un mot de passe, mais donc il y a parfois des règles. On vous dit, ok, il faut que votre mot de passe ait une majuscule, il est donc un caractère spécial, etc., etc. Et bien vous pouvez donc définir ça en donc cochant ça et en choisissant donc par exemple la longueur minimum donc du mot de passe. Est-ce que on veut donc qu'il y ait un nombre dans le mot de passe? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une lettre majuscule, etc., etc. Donc ici, une fois que vous avez donc défini donc la politique de mot de passe, imaginons voilà vous avez déjà lancé votre site et que bah voilà vous définissez donc une politique de mot de passe bien après le lancement, et bien en fait vous avez la possibilité de rediriger donc tous les utilisateurs qui n'ont pas encore changé leur mot de passe, ok? Et là on peut les rediriger directement vers une page. Et donc logiquement ce serait donc la page qui leur permettrait donc de modifier leur mot
mot de passe. Ici, vous avez également la possibilité d'activer donc l'authentification à double facteur. Ça, je pense que vous connaissez, c'est la possibilité de laisser à vos utilisateurs la possibilité de se connecter, mais par exemple en recevant un mot de passe. Ok, donc il va rentrer son email, son mot de passe, et donc ensuite on va envoyer automatiquement un code SMS et il devra donc rentrer donc le code SMS directement donc sur le site. Donc ça c'est l'authentification à double facteur et vous avez la possibilité donc de l'activer. Ici au niveau donc de General Apparent, vous avez donc la possibilité donc de modifier le favicon et ça c'est donc ce qui est affiché juste ici au niveau de l'onglet. Ok, donc c'est l'icône de votre application. Donc vous avez la possibilité donc de le clear, donc de le supprimer et d'en rajouter un nouveau. Ensuite ici on a donc le Progress Bar Color. Ok, donc le Progress Bar Color c'est lorsque, imaginons donc l'utilisateur va s'inscrire. Ok, donc imaginons il remplit un formulaire, il clique sur valider, et bien il y aura un petit temps de chargement et il y aura une barre de progression qui va s'afficher juste en haut du site. Et donc cette barre de progression aura une couleur et cette couleur vous pouvez donc la définir juste ici. Ici au niveau du Repeating Group Spinner Color, c'est par exemple, imaginons donc on souhaite afficher donc une liste sur votre application. Et bien parfois si vous avez donc une longue liste, il y aura donc un temps de chargement et il y aura donc une icône de chargement qui va s'afficher. Et bien vous avez la possibilité donc de définir la couleur de cette icône juste ici. Ici, Expose the option to add an ID attribute to HTML element, c'est la possibilité donc de rajouter un identifiant donc à vos éléments. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Ici, General Service API Key, c'est la possibilité donc de rajouter des clés par rapport donc à l'utilisation de l'API Google Maps. Peut-être que pour certains, je vous parle chinois à l'heure actuelle, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le voir lorsque on créera notre application Uber. Ici, iOS Appearance, c'est la possibilité donc de modifier l'apparence sur les iPhones. Ici, on a donc par exemple plusieurs paramètres, comme par exemple Prevent the user from zooming. Il faut savoir que lorsque vous construisez vos applications sur Bubble, vos utilisateurs ont la possibilité de zoomer sur l'application. Normalement, ce n'est pas faisable. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donc tout simplement bloquer la possibilité de zoomer dans l'application. Ici, Icon for Home Screen, c'est tout simplement l'icône qui va s'afficher donc sur le téléphone des gens lorsqu'ils vont vouloir donc lancer votre application. Et ici, donc au niveau des Startup Images, c'est tout simplement la possibilité d'afficher une image lors du lancement de l'application. Ici, on a donc également les Custom Fonts. Ici, vous avez donc la possibilité de rajouter donc des typographies personnalisées. Ici, vous avez donc également la couleur donc des palettes, donc ce qui va définir principalement donc les couleurs de votre application. Mais honnêtement, c'est pas vraiment utile puisque le style, en général, vous le définissez directement depuis cet onglet. Et justement, le GIS, justement ici, this section will eventually be removed. Donc, ça veut dire que cette section sera très prochainement supprimée. Ici, vous avez donc la possibilité d'importer des designs depuis Figma. Figma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une plateforme qui vous permet donc de créer des designs. C'est très utilisé par les designers. Et imaginons donc vous souhaitez donc créer un design pour votre application et que vous le déléguez donc auprès d'un designer. Et bien, une fois que le designer a terminé de créer votre design, vous allez donc pouvoir l'importer directement juste ici. Ici, donc, c'est la partie où vous pouvez donc gérer donc certains fichiers. On vous dit ici que parfois, lors de l'utilisation de votre application, il y a certains fichiers qui ne sont pas utilisés. Et bien, pour alléger votre application, vous avez la possibilité donc de supprimer ces fichiers. Ensuite, ici, donc au niveau de domaine email, vous avez la possibilité donc de rajouter donc un nom de domaine personnalisé. Si on clique sur Preview par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on a en fait un sous-domaine. Donc, on a formation.gbsensei.bubbleapps.io, ok. Et quel que soit le site que vous créez avec Bubble, au début, vous aurez donc un URL avec bubbleapps.io avec le nom de votre application juste avant. Mais si on veut qu'il n'y ait plus bubbleapps.io et qu'on veut plutôt donc formation.gbsensei.com, eh bien, il faudra acheter un nom de domaine et donc le rajouter directement ici. Et une fois que vous avez rajouté votre nom de domaine, vous avez donc la possibilité de le paramétrer. Honnêtement, c'est pas très compliqué, on verra ça un petit peu plus tard. Mais il faut savoir que pour paramétrer donc l'URL de votre application, il faudra passer au plan payant. Ici, donc, vous avez donc les email settings, donc c'est tous les paramètres qui vous permettront donc d'envoyer des emails à travers vos applications. Ici, vous avez donc le SSL encryption, donc HTTPS.
Donc, en gros, c'est le petit cadenas qui s'affiche ici et qui permet donc à votre application d'être sécurisée. Ici, donc, on a la partie également langage. Ce qui est très bien avec Bubble, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des applications multilingues et ça, c'est par défaut. Donc ici, on peut voir qu'on a donc plusieurs textes qui sont déjà prédéfinis et ce sont des textes qui sont affichés par défaut en fonction d'un événement qui s'est passé sur votre site. Donc par exemple, si on voit que l'utilisateur a une connectivité pas ouf, donc on lui affiche un message, nous ne sommes pas connectés au serveur pour l'instant et n'avons pas pu terminer cette action, on va y réessayer une fois que la connexion Internet est renforcée. Et bien vous avez également la possibilité de modifier ce texte-là, puisqu'on peut voir que la traduction de Bubble est assez approximative et vous avez la possibilité de changer tous les textes qui sont présents ici. Là actuellement, donc on modifie le texte en français, mais on peut également modifier donc le texte en bengali par exemple. Bon, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut modifier ce texte, donc on va retourner en français. Et vous pouvez donc faire ça avec tous les langages. Maintenant, imaginons qu'on veuille donc afficher un message par défaut auprès d'un utilisateur. Donc on a un site multilingue, on a des Anglais, des Allemands et des Français qui visitent notre site. Et bien, vous pouvez donc choisir une langue par défaut pour l'utilisateur, tout simplement en créant donc un new field et en mettant par exemple langage. Ok. Donc, donc là, ça peut être par exemple texte. Et donc là, du coup, en fonction du langage de l'utilisateur, on va donc pouvoir donc soit lui mettre du français ou une autre langue. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez également donc exporter ou importer un fichier CSV. Donc, si vous avez donc des traductions qui sont déjà préfaites, vous avez donc la possibilité de cliquer sur import et d'importer un fichier CSV. Ou alors, donc, si vous souhaitez donc créer un nouveau texte, et donc on va par exemple, vous savez, tout en bas des sites, à chaque fois, vous avez donc le texte All White Reserved, donc droit réservé, ok. Donc ici, on peut mettre tout simplement All Rights, cliquer sur OK. Et ici, on peut voir qu'on n'a aucune donc traduction au niveau du français puisque c'est un nouveau texte. Et bien ici, je vais mettre tout droit réservé. Et donc ici, si je choisis donc la langue anglaise, donc en mettant EN, donc ici English, ENUS, on n'a aucune traduction. Et bien je vais mettre All Rights Reserved. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez donc rajouter des traductions et également les modifier. Ici, on a là donc la partie SEO Meta Tag. C'est une partie qui est également très importante. Ici, donc le nom de mon site, c'est Formation JB Sensei. Ici, donc le titre, on pourra très bien mettre autre chose. Imaginons donc on est un site Uber. Et bien le nom du site, ce serait Uber. Et ici, le titre, ce serait par exemple Trouver des chauffeurs autour de vous. Ok. Et ici, au niveau de la partie description, c'est tout simplement la description du site. Ici, donc, on a Thumbnail Used for Links. Donc, en fait, lorsque vous copiez-collez un lien, on a toujours en fait une image qui s'affiche. Et bien, cette image, justement, vous allez donc pouvoir donc la modifier ici en cliquant sur Clear et en téléchargeant une nouvelle image. Ici, donc, vous avez la partie donc SEO qui vous permet donc de rajouter donc différents scripts. Donc ici, au niveau du header, donc au niveau de l'entête, vous allez donc pouvoir rajouter des scripts, mais également au niveau du body. C'est un peu technique, mais encore une fois, pour accéder à cette fonctionnalité, il faudra donc utiliser un plan supérieur. Ici, donc au niveau des 301, donc redirection, vous avez donc la possibilité de rediriger une URL vers une nouvelle URL. Donc ça, c'est assez pratique si, imaginons, donc vous avez modifié votre nom de domaine. On sait très bien que l'outil no-code Integromat est devenu Make, ok, donc l'URL précédent c'était integromat.com. Donc imaginons donc on modifie le nom integromat vers Make, et bien en fait on va tout simplement dire ok, donc redirige integromat.com vers make.com, puisque make.com c'est donc notre nouveau nom et c'est plus Integromat. Ensuite on a donc également l'onglet API. L'onglet API c'est tout simplement la possibilité donc de laisser à des prestataires externes d'interagir avec votre API. Ok, donc imaginons vous avez donc énormément de données dans votre base de données Bubble et que vous souhaitez qu'il y ait des prestataires qui puissent donc interagir avec vos différentes données, et bien vous allez donc Enable Data API. Ok, donc autoriser l'utilisation de votre API. Bien entendu, on vous met donc un message de prévention et faites très attention par rapport à ça. Généralement, c'est un truc que vous n'allez jamais activer puisque ça voudrait dire que les gens ont accès aux données de votre base de données. Ensuite, on a donc la partie collaboration. Donc ça, c'est très important. La partie collaboration vous permettra tout simplement de travailler avec des collaborateurs. Ok, donc vous pouvez rajouter des utilisateurs qui auront donc la possibilité donc de voir l'application, de la modifier, de voir les données, de les modifier, de voir les logs et de les modifier. Mais bien entendu, vous pouvez donc définir des conditions si vous souhaitez que donc un utilisateur puisse uniquement donc voir l'application. Et bien vous allez donc uniquement lui donner les droits
donc view, donc qui permet uniquement de voir, mais pas edit. Pareil pour les data, vous pouvez très bien lui interdire donc l'accès aux data, ou simplement lui laisser la possibilité de les voir, mais de ne pas les modifier. Et pour inviter un utilisateur, il suffit simplement donc de rentrer un email et de cliquer sur le bouton invite. Le bouton transfert, c'est un bouton qui est totalement différent. Transfert, c'est donc transférer votre application à un utilisateur. Une fois que vous avez transféré votre application, faites très attention, ça voudrait dire que du coup, vous n'avez plus les droits sur l'application et le propriétaire de l'application, c'est bien la personne à qui vous avez donc transféré l'application. Ici, donc, on a sub-apps, donc c'est ce qui permet donc d'avoir des sous-domaines. Et ici, on a donc versions qui permet donc de voir les versions de Bubble. C'est très bien parce que ça nous permet en gros de voir s'il y a eu des mises à jour par rapport à Bubble et éventuellement d'upgrader. Et voilà, c'est la fin de cette formation, j'espère qu'elle t'a plu. Donc dans cette formation, comme tu as pu le voir, on a abordé les bases. Et si tu souhaites en savoir plus sur l'outil Bubble et te former encore plus, tu peux cliquer sur le lien dans la bio, tu auras donc la formation complète, où je te montrerai notamment comment créer des pages, des applications qui sont responsives, donc autant adaptées sur mobile, sur tablette que sur PC. Et je te montre aussi comment recréer l'application Uber de A à Z. Si la formation t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un j'aime, à commenter et surtout à t'abonner. Dans les semaines à venir, je vais poster encore de plus en plus de vidéos dans le no-code, dans l'entrepreneuriat. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.